merci. C'était très intéressant et donc je ne sais pas si je vais pouvoir apporter vraiment quelque chose en plus pour terminer. Donc comme on ne peut rien apporter en plus, on va se mettre en décalage. Euh, c'est mieux, tu crois? Non, ça, vous entendez mal avec le micro comme ça? Et cela? Bon alors, c'est bien. Ok, donc je suis pas parti sur la logique des plateformes telles qu'elles ont été traitées globalement, mais plutôt essayer de regarder qu'est-ce qui, dans la constitution des plateformes, change par rapport à ce qui était l'objectif premier de l'Internet. En fait, revenons à l'origine du réseau Internet. C'était à l'origine un réseau de clients-serveurs, donc où il y avait une forme d'égalité. Euh, Moi, quand je suis monté sur Internet, chaque ordinateur était en même temps susceptible d'être un serveur, d'héberger des documents et de les distribuer. À l'origine aussi, on avait un maillage, c'est-à-dire la logique, c'était qu'il n'y avait pas de nœud privilégié. Voilà, vous connaissez tous le mythe que les paquets peuvent aller par n'importe où si jamais une bombe atomique enlève un routeur. C'est un mythe parce que dans la réalité, pour être efficace, on passe toujours par les plus gros routeurs et on voit bien déjà là qu'il y a une espèce de première concentration qui est la concentration de la couche physique de fabrication. Après, il y a un problème de normalisation derrière Internet et cette normalisation, elle était faite par les gens qui fabriquaient eux-mêmes l'Internet. Ce qu'on appelle un commun, c'est les gens directement concernés, les ingénieurs de l'Internet, sont ceux qui en ont fait la normalisation. Et enfin, la question du nommage, quand vous possédez un domaine, un nom de domaine, c'est vous qui devenez responsable de nommer tous les documents qui sont à l'intérieur de ce domaine-là. C'est le principe de base des URL. Donc là, on voit qu'on a un réseau qui est complètement décentralisé. De ce réseau décentralisé a vécu le mythe, parce qu'il faut être capable d'appeler ça un mythe, le mythe de l'horizontalité. On a parlé dans les années 90 de la société réseau. Aujourd'hui, on parle de l'État plateforme. On a parlé sur Internet, on ne sait pas que vous êtes un chien. C'est ce dessin qui a fait beaucoup de succès, qui était du New Yorker. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on sait absolument tout ce que vous faites, on garde des traces et on étant de très nombreuses entreprises qui par des délégations, quand vous vous connectez sur un certain site, en réalité, il y a des dizaines d'entreprises qui sont au courant du fait que vous l'avez fait, de ce que vous avez vu, etc., etc. Donc, tout le monde sait en fait que vous êtes un chien. Enfin, c'était la question de garantir la liberté d'expression. C'était en fait avoir un nom de domaine, avoir un espace sur lequel on allait pouvoir garantir son expression. Alors c'est remplacé aujourd'hui par la capacité à écrire sur une plateforme qui ne vous appartient pas. Alors ça c'est un élément quand même qui est radicalement différent, c'est-à-dire être capable de s'exprimer auprès de tout le monde, c'est en fait accepter de passer par le jeu de l'algorithme de la plateforme que vous allez utiliser, Facebook, Amazon, Google, ce que vous voulez. Alors en fait, on s'aperçoit qu'on a eu dans les 20 dernières années un espèce d'accordéon entre centralisation et décentralisation. En 93, donc chaque ordinateur pouvait être un serveur avec un logiciel FTP. Puis en 96, ben non, on est passé par Amazon qui a centralisé tous les accès en fait aux livres. Au début des années 2000, on est passé à un web dit 2.0, c'est-à-dire les gens se sont exprimés. C'était l'individu qui était au centre, on parlait d'un web participatif. Et à partir de 2010, on a parlé du cloud computing, c'est-à-dire de revenir sur un espace entièrement centralisé. Et puis maintenant, on commence à reparler de serveurs personnels, ce qu'on appelle des NAS. On commence à reparler de cloud personnel avec des services comme Nextcloud ou Cozy Cloud qui peuvent s'installer chez vous. Donc on voit bien qu'il ne faut pas juger cette centralisation comme étant quelque chose qui sera de toute évidence et de toute éternité. Alors voilà, sur ces quelques points de départ, essayons de regarder quels sont les avantages d'avoir des plateformes. D'abord, la question de la sécurité et de la mise à jour. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a un problème de sécurité
double problème de sécurité, sécurité du réseau Internet lui-même et sécurité des usagers sur ce réseau Internet. Et ce problème de sécurité tient pour une large part, enfin, il y a deux sources. Il y a des failles dans tout système informatique. Donc, le bug fait partie de l'informatique, c'est clair, il y en a, il y en aura, il y en aura toujours. Quand on repère une faille, combien de temps il faut pour que les ordinateurs soient protégés? Et là, on a un double déclic. Le premier déclic, c'est qu'il faut que les gens qui repèrent la faille ne s'en servent pas pour eux-mêmes, soit des pirates, soit la NSA. C'est au courant, hein, c'est ça fondamentalement l'affaire Snowden, c'est ça. C'est le fait que Snowden a montré que la NSA repérait des failles et s'en servait pour elle-même. Soit les gens eux-mêmes doivent mettre à jour leur logiciel. Et ça signifie quand même quelque chose d'important, c'est que quand je me réveille le matin et que ma machine me dit « j'ai mis 5 logiciels à jour », je suis au courant de rien. Je ne sais pas, je n'ai pas choisi. Elle l'a fait. Et en même temps, c'est pareil, on est coincé, c'est une injonction contradictoire. Si on ne met pas à jour le logiciel, on laisse des failles de sécurité qui peuvent être encore plus dangereuses pour ma vie privée. Et si j'accepte qu'un tiers, en l'occurrence, mette à jour les logiciels, je ne sais plus ce qui se passe sur ma machine. Donc le fait d'être centralisé, c'est une mise à jour permanente, incrémentale. Dès qu'il y a un petit quelque chose, ça peut être mis à jour. L'autre avantage que nous vendent les plateformes, c'est la continuité. Je pars de chez moi en train de regarder une vidéo YouTube sur mon ordinateur, je ferme l'ordinateur et je continue de regarder la même vidéo sur mon mobile. Cette continuité-là, cette capacité d'accéder avec l'ensemble de nos appareils, je crois qu'on a tous plus de 2 en moyenne appareils pour se connecter à Internet par foyer. C'est pareil, c'est pas négligeable. Et enfin, dans cette continuité, il y a la question de la rapidité. C'est ce qu'on appelle les Content Delivery Networks, c'est-à-dire le fait que les choses les plus vues, les plus utilisées, donc produites par les plus riches, parce que ça coûte cher d'être sur un CDN, sont à proximité de l'usager final. Et donc, elles vont aller beaucoup plus vite. Enfin, un autre avantage plateforme, et là je suis en désaccord avec plein de choses qu'on peut lire là-dessus, c'est le coût énergétique. Certes, les data centers coûtent très très cher, ils consomment beaucoup d'énergie. On considère qu'il y a 5% de la quantité d'énergie électrique du monde qui est consacrée au réseau Internet. Oui, mais ce qui coûte le plus cher, c'est les postes de l'usager. C'est le nombre de postes de l'usager, c'est la pratique par l'usager. Donc, pour celui qui détient un data center, il a vraiment intérêt à travailler l'accès énergétique. Pour mémoire, il y a quelques années, Apple était la cible de Greenpeace. Et aujourd'hui, Apple a la marque verte accordée par Greenpeace puisqu'il a transformé toute son électricité en électricité renouvelable. Enfin, l'autre grand avantage, c'est la sauvegarde des données. Donc la redondance en fait à l'intérieur du nuage. Alors maintenant, regardons les intérêts de la décentralisation. C'est l'idée d'avoir une maison dans le cyberespace. Et ce home, cette maison, cette page d'accueil qui figure un peu partout, ce logo-là, très clairement aujourd'hui, on ne l'a plus sur le cyberespace, mais on est en train de le perdre, y compris dans l'espace géographique. Amazon Key, le fait que vous allez donner la clé pour rentrer chez vous à Amazon, c'est quand même quelque chose d'assez significatif. Tout ça pour être servi, livré en fait de vos courses, pas des livres. C'est jamais aussi urgent que ça les livres. Ça va être surtout le commerce alimentaire. Mais donc on est en train de perdre son autonomie dans son foyer. Quand on installe Alexa, Alexa écoute tout ce qu'on dit. Quand on installe Google, la plateforme audio de Google, il écoute tout ce qu'on dit, etc., etc. Le deuxième intérêt de la décentralisation, c'est que c'est un outil pour les individus, mais la décentralisation, ce n'est pas forcément les individus, ça peut être aussi des décentralisation par des groupes, par des institutions, voire même par des États qui vont s'opposer à ce pouvoir des plateformes transnationales. Donc c'est quelque part l'idée de réfuter le capitalisme de surveillance. Très clairement, s'il y a capitalisme de surveillance, c'est parce que c'est devenu économiquement plus facile de surveiller tout le monde, vu qu'on en a fait l'expérience pour vous permettre de cliquer sur les bonnes publicités. Enfin, la décentralisation permet des relations entre pairs. Et là, ça devient compliqué. Parce que dans les relations entre pairs, ça marche bien quand les pairs sont des gens honnêtes.
Et quand l'un des pères est un voyou, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ce qu'on connaît avec les monnaies numériques, hein, qui sont globalement des pyramides de Ponzi. Les premiers installés vont faire tout le beurre et les autres vont ramer, y compris énergétiquement. Quand aujourd'hui on a The Pirate Bay qui fait tourner sur votre ordinateur quelque chose pour miner des monnaies numériques, ça pose quand même des problèmes de confiance. Vous voyez, donc, la confiance peut être brisée quand on ne sait pas. Il faut qu'on pense, il faut qu'on raisonne sur le fait que sur Internet, il y a maintenant une quantité non négligeable de voyous. Alors après, ce qui s'est passé par rapport à l'Internet, donc des débuts qui étaient à l'Internet, qui prônaient la décentralisation, pour lequel la décentralisation était une valeur forte, une valeur essentielle. Aujourd'hui, on assiste à une grande concentration qu'on pourrait appeler un capitalisme de plateforme. Moi, j'ai essayé de forger, il y a une dizaine d'années de ça, un terme que j'ai appelé le vectorialisme, qui vient de Mackenzie Ward, bon, peu importe, mais avec l'idée que plateforme, on a vu des tas de plateformes qui ont été présentées ici même et qui sont très utiles, efficaces, nécessaires. Donc l'idée qu'on mette en place des plateformes, c'est technique. Ce qui en fait un capitalisme de plateforme, c'est autre chose, c'est le modèle économique qui est construit dessus. Et je pense qu'il faut qu'on trouve un nom nouveau pour définir le type de pouvoir qui est en train de se mettre en place. Et ce n'est pas lié uniquement à la capacité de plateformisation, c'est lié à des tas d'autres règles, notamment le fait que ces plateformes combinent deux accroches. La première, ce sont des plateformes médias, c'est-à-dire elles sont capables de sélectionner ce que vous allez voir, et elles sont capables, à partir de ça, d'organiser l'influence sur vous-même. La publicité, mais pas seulement, on le verra tout à l'heure quand on parlera de Facebook. Donc ce sont des plateformes de médias, mais en même temps, ce sont des plateformes qui essayent et qui s'efforcent jour après jour de gérer des individus, de gérer leur consommation EDF, de gérer leur dossier médical, de gérer toute une série d'éléments très personnalisés, y compris toutes les traces de nos lectures, tout ce qu'on va pouvoir laisser. Donc ce sont à la fois des industries de médias et des industries de compteurs. Et ça, le jour où vous mettez les deux ensemble, la capacité d'influence plus le suivi personnalisé, au point même de se rendre indispensable. Vous perdez votre Gmail aujourd'hui, vous êtes mal, quoi. Donc il faut qu'on réfléchisse bien au fait qu'elles se sont rendues indispensables parce que c'est une forme nouvelle. Donc moi, j'utilise un mot nouveau, mais après, voilà. Enfin, dans cette concentration, bien penser à la question de l'effet de réseau. L'effet de réseau, c'est que le premier arrivé sur un nouveau marché, un nouveau secteur, est celui qui va rafler la mise quand les autres vont venir. Et dans cette capacité d'effet réseau, ils ne sont jamais des monopoles. C'est ça qui est intéressant pour eux. Et puis c'est ça qui rend la régulation difficile, c'est que ce ne sont pas des monopoles, mais des oligopoles. Ils sont plusieurs à se partager le marché. Le marché de la vidéo en ligne, il y a YouTube, d'accord, puis il y a Dailymotion, 5%, Vimeo, 2%, et puis... Donc c'est des oligopoles à franges. Vous pouvez demain, vous avez le droit de créer un service de diffusion de vidéos. Voilà. Bon, d'accord, ça ne marchera pas, mais c'est pas grave. Donc ça, face à ça, moi j'aurais une réflexion sur le RGPD, le régime européen là, de protection des données, qui en fait, je dirais, c'est une forme de colbertisme, c'est-à-dire ça crée une base nouvelle en disant, si vous voulez vous implanter en Europe, il va falloir que vous protégiez les données personnelles, que vous protégiez les individus. Et donc, il va falloir lancer une innovation réelle, qui est une porte nouvelle pour l'industrie européenne, de se relancer à partir d'un respect de la relation à l'individu que non plus les plateformes. Or, aujourd'hui, malheureusement, les industries européennes ne le font pas, et ce sont les associations qui le font, qui mettent en place la lutte contre les titans. Alors, c'est un peu dérisoire, là aussi. Hein, qu'est-ce que vous voulez contester Twitter avec Mastodon? Qu'est-ce que vous voulez contester Facebook avec Diaspora? Voilà, tout ça, c'est difficile, quoi. Je veux dire, les Anglais ont un très beau proverbe qui dit « Go fish where the fishes are ». Allez pêcher là où il y a des poissons.
Et donc, si vous voulez réseauter, avoir du réseau social, bah, c'est évident que plus le réseau est grand et plus vous avez de chances de pouvoir réseauter. Donc, le problème qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment on va favoriser, en fait. Et j'aime bien l'initiative de l'association lyonnaise qui s'appelle Framasoft. Je vous conseille de faire venir ici ou dans vos bibliothèques Pierre-Yves Bosset, qui a commencé par l'idée de dégooglisons l'Internet, c'est-à-dire proposons des nouveaux services équivalents à ceux proposés par les plateformes, pas uniquement Google, etc., dont Diaspora, Mastodon, etc. Aujourd'hui, ils disent, faisons en fait Contributopia, c'est-à-dire un nouveau, c'est le logo de Contributopia, enfin le dessin majeur que j'ai mis là, et c'est l'idée quelque part qu'il faut que les gens pensent à un monde contributif, et donc revenir en fait aux premières idées qu'il y avait sur l'Internet. Parce qu'en face, nous avons une industrie de l'influence. S'influencer, c'est une activité humaine normale. On ne tombe pas amoureux si on n'a pas d'influence ou si on n'envoie pas de l'influence. Donc c'est une activité humaine normale. Mais quand ça devient une activité industrielle qui est capable d'essayer de calculer quelles sont vos failles, pas vos points forts, mais vos failles pour pouvoir appuyer dessus. Zeynep Tufekci, dans sa dernière intervention à TED, raconte l'histoire de gens maniaco-dépressifs. Et au début des périodes maniaques, les maniaco-dépressifs sont prêts à acheter n'importe quoi. Être capable de repérer le moment parce que les gens écrivent sur leur Facebook où ils sont entrés en phase maniaque, c'est le moyen de leur proposer des tas de choses en vente. Vous voyez un peu, voilà, on industrialise complètement une relation d'influence. Tout ça pour vous vendre de la publicité. C'est-à-dire qu'on a inventé ce capitalisme de surveillance, ce vectorialisme, pour vous faire cliquer sur des publicités. Et ça, c'est parce que nous avons accepté cette idée que le seul modèle dominant qu'on puisse avoir sur Internet, c'est gratuité plus publicité. C'est-à-dire, c'est un deal qui, soi-disant, serait accepté par tout le monde. Après le deuxième deal, c'est oui, la publicité, ça va, on connaît, les médias vivent de ça, mais là, on va personnaliser la publicité. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le deal ne devient plus vous subissez la publicité, mais on capte vos traces parce que la publicité, vous allez la désirer. Elle va être faite pour vous. Et donc là, on a un deuxième pas qui est mis en route. Le problème, c'est que personne ne peut mesurer le retour sur investissement de la publicité dite personnalisée. Par exemple, Raja, moi je suis éditeur. Oui, tiens, à ce propos, d'ailleurs, je crois que Hervé Bienveau a fait circuler les 2 derniers bouquins qu'on a publiés. Donc, voilà. Donc on achète des cartons de bouquins, des cartons pour diffuser les bouquins. Et depuis, j'en ai acheté un paquet là, il y a 15 jours. Et depuis, là, ça c'est dans le New York Times. Enfin, tout le monde sait que je veux acheter des cartons Raja. Oui, je viens de les acheter. Et Raja se fait arnaquer en fait dans l'affaire de me vendre ça alors que je l'ai déjà acheté. Mais c'est systématique. À chaque fois que vous avez acheté quelque chose, c'est à ce moment-là que vous allez avoir la pub parce que ces algorithmes intelligents, ils sont pas si intelligents que ça. En fait, ils font du calcul sur des masses statistiques. Mais l'activité des individus n'est jamais une masse statistique. J'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, derrière cette idée de la publicité, on a toute une économie de tiers acteurs. Jusqu'à présent, quand j'achète Elle, je sais que la publicité, c'est la moitié du journal. J'achète Elle. Et voilà, j'ai rien à voir avec Lancôme. Okay. Là, aujourd'hui, je regarde n'importe quoi. Non seulement j'ai de la publicité, non seulement ça me trace, mais je ne sais même pas qui me trace, puisqu'il y a des... Alors, vous ouvrez les cookies et vous regardez. Faites-le pas trop souvent, c'est pas bon pour le moral. Mais donc, voilà. Donc, on a des gens qui constituent des banques de données de personnes très précises, où ils peuvent cumuler depuis votre carte bancaire jusqu'à l'ensemble des sites web que vous avez visités. Donc c'est des tiers acteurs qui participent de ce vectorialisme, c'est-à-dire qui constituent une économie de compteurs. Eh bien, c'est pas récent. Moi, j'aime beaucoup cette citation dont je me sers dans mes cours. J'en vois qui prennent des photos. Si je peux donner mes diapos, hein. C'est des ressources éducatives libres. Donc cette citation de Ethan Zuckerman qu'il a fait dans The Atlantic en 2014, où il dit en fait c'est une fable tout ça. C'est-à-dire on a un beau discours et je crois qu'il
faut qu'on réfléchisse bien. Le succès de l'Internet tient autant au discours qui a été mené sur l'Internet qu'au succès technique des outils de l'Internet. Il n'y a pas de technique qui change le monde sans qu'il y ait du discours qui va avec. Et la publicité, c'est pareil, qu'elle soit personnalisée, comportementale, tout ça, c'est le discours qui l'a accompagné qui en donne le grand succès. Alors, pour ceux qui font de la publicité, ou même pas d'ailleurs pour les plateformes qui diffusent la publicité. Donc, il disait, bah oui, nous avons créé une belle histoire avec ça, et donc on va renforcer la recherche de data en permanence pour créer une économie addictive. L'objectif, en fait, c'est de nous faire revenir. On ne sait même plus si ça rapporte ou pas de nous faire revenir. C'est plus compliqué que l'idée je reviens et en revenant, je vais à nouveau rapporter de l'argent. Sur YouTube, vous restez, plus vous restez, moins vous avez de pub. Parce qu'ils savent que sinon vous allez quitter. Donc c'est pas, ça, à bout d'un certain temps, ça rapporte plus. Par contre, c'est bon pour eux parce qu'ils calculent en masse, ils calculent en millions de personnes, en choses vues, etc. Donc il faut rester le plus longtemps. Et là, tous les moyens sont bons. Si on prend l'exemple d'une plateforme comme Uber, alors Uber, c'est une double plateforme. Hein. C'est une plateforme pour l'usager, commande, etc., payée par la plateforme, ce qui favorise la confiance aussi. Hein. Favoriser la confiance, c'est un élément essentiel. Mais c'est aussi une plateforme pour les chauffeurs Uber. Et dans cette plateforme pour les chauffeurs Uber sont injectés toute une série d'algorithmes en fait comportementaux. Ils utilisent des règles de psychologie comportementale pour faire travailler les chauffeurs Uber plus longtemps que prévu. Du genre, vous êtes à une course d'avoir fait vos $300 dans la journée. Donc vous allez en faire une de plus, etc. Il y a toute une série de méthodes pour accrocher les gens qui restent et qu'ils en fassent encore plus. Il y a un excellent papier, un long papier du New York Times qui décrit pas à pas tous les pièges, les méthodes, les techniques utilisées par Uber, donc plateforme, vis-à-vis de ses chauffeurs. Là aussi, toujours voir que les plateformes, elles peuvent être bifaces, hein, comme ça a été dit ce matin, c'est-à-dire avoir plusieurs types d'usagers. Voilà. Sur YouTube, Zeynep Tufekci encore, dans la même présentation à TED, montre que, en fait, on pousse vers les extrêmes. Si vous commencez à regarder des vidéos de droite, etc., on va vous proposer des vidéos racistes. Et puis si on vous propose des vidéos racistes, on va finir par vous proposer des vidéos suprémacistes, etc., etc. Sens inverse, si vous regardez des vidéos de gauche, ça va aller jusqu'au complotisme. C'est-à-dire l'idée d'aller aux extrêmes est toujours une force d'agrégation. Mais c'est une force de désagrégation sociale. C'est-à-dire quand on agrège l'attention, c'est en fait quelque part qu'on déshumanise la personne qui est en face et donc on empêche son moi citoyen d'intervenir. Bon, c'est l'idée de rémunérer les auteurs à la page tournée sur Amazon Prime. Donc après, ça veut dire une fois qu'on a fait ça, il va falloir renforcer des systèmes qui vont faire qu'on tourne les pages. Enfin, dernière chose comme ça, c'est sur les mégadonnées, big data. Les mégadonnées, c'est pas tant la taille des données qui est importante, c'est la capacité à faire du sens. Et en réalité, c'est la capacité à faire du gouroutage de données. On a des gourous pour traiter les données. Et on appelle ça des algorithmes, on appelle ça tout ce que vous voulez, mais derrière, il y a une décision humaine qui est une forme de gouroutage, c'est-à-dire de dire ces données me montrent que. Alors soit c'est dit après avoir fait des visualisations, soit c'est dit avant dans le choix qui a été fait de sélectionner dans les données, d'associer tel comportement visible dans les données avec telle faille ou telle influence qu'on peut avoir ou telle analyse que l'on peut faire, tel groupe, telle statistique que l'on peut mettre en place. Le problème, c'est que ces données, le deep learning dont on a parlé tout à l'heure, c'est basé sur un lot d'exemples. En fait, on vous met 10 000 photos de chats et à la fin, la machine finit par savoir distinguer un chat d'un chien. Très bien. Avec les humains, c'est plus compliqué. Hein, bon, voilà. Donc déjà, le lot qui va servir, l'exemple typique, c'est Siri, l'associé virtuel vocal de Apple, qui a été entraîné avec les ingénieurs de Apple. Donc,
des Blancs qui parlaient bien et qui s'est retrouvé incapable de comprendre et d'interpréter des gens qui avaient des accents du Texas, les gens les Noirs, enfin, toute une série de biais, des Écossais, enfin, toute une série de biais qui ont été liés au lot d'exemples. Mais on s'aperçoit de plus en plus que des gens déterminés peuvent influencer avec souvent très peu de choses, on voit apparaître de plus en plus maintenant, comment je peux influencer avec très peu d'éléments, très peu de personnes, mais très déterminées, le comportement de ces algorithmes d'apprentissage. Vous êtes certainement au courant de l'histoire du robot T que le Microsoft a lancé sur Twitter, avec l'idée que comme il va interagir, il va apprendre à partir de ce que les gens vont lui répondre, etc. Les gens ont très vite compris qu'on lui disait oui, je suis d'accord, et qu'on rajoutait au bout d'une journée, T était devenu pro-Hitler, anti-féministe, enfin anti-femme, tout simplement d'ailleurs, etc. etc. Et Microsoft a débranché. Au bout d'une journée, c'était devenu une contre-expérience, mais qui montre bien que des gens déterminés peuvent avoir un impact énorme. Je ne parle pas des Russes et des élections américaines. Donc voilà, donc c'est, oui, les élections américaines, yes we can. C'est-à-dire comment, pour faire fonctionner tout ça, on a un traçage permanent. Alors, quelques éléments sur ce que ça donne dans des plateformes grand public réel. Les jeunes aujourd'hui passent, les moins de 25 ans, 32 minutes par jour sur Instagram, comme dès qu'ils ont un compte Instagram. Ils ont tous un compte Instagram. J'ai fait un cours la semaine dernière à Caen, j'ai demandé qui avait Instagram. Tous, ils ont levé la main. Donc c'est plus que Facebook. Donc ils y passent quand même 32 minutes par jour à regarder les photos des autres. Parce qu'on n'a pas de texte, on n'a pas de contenu, on regarde les photos ou on envoie des photos. Voilà. Donc ça c'est Instagram. YouTube, ça a un côté fabuleux, je vais y revenir à la fin. C'est la plus grande bibliothèque vidéo du monde. Et on y trouve de tout. Et ça c'est génial. C'est absolument génial. Vous avez n'importe quel problème, il y a quelqu'un qui a fait un tutoriel vidéo qui est mis sur YouTube. Vous avez besoin de regarder l'histoire, il y a toujours quelqu'un qui a mis sur YouTube des photos, des documents, qui a construit des vidéos. Vous êtes intéressé par la musique des années 20, elle est toute sur YouTube. Bon, voilà, c'est la plus grande bibliothèque vidéo du monde. Mais en même temps, ce qui l'a fait vivre, c'est pas d'être ça. Ce qui fait vivre, c'est quelques vidéos majeures développées par viralité. Donc ce qu'a développé YouTube, c'est un algorithme pour reconnaître sur les premières heures où une vidéo est montée sur YouTube, est-ce qu'elle a un caractère viral, et à partir de ça, est-ce qu'on peut contacter son auteur pour négocier avec lui un partage de revenus. Et là, ça nous pose la question de la recommandation. On nous dit que nous avons droit à des recommandations personnalisées, qui seraient les nôtres. Bon, il y a des essais. Je ne dis pas que les algorithmes ne cherchent pas à faire ça. Ce que je dis, c'est que c'est fini. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que ces algorithmes n'étaient pas très efficaces. Ce qui était vraiment très efficace, c'était de proposer ce que tout le monde aime. Et comment on calcule ce que tout le monde aime? C'est les vidéos où on reste longtemps. Donc ils calculent le temps sur lequel les gens restent devant une vidéo et ils intercalent ces vidéos-là, plus d'autres principes, donc toujours aller aux extrêmes, plus vous ramenez des choses à vous. Alors vous faites n'importe quelle recherche. Moi je travaille là sur un livre qui est sur le jazz des années 20, donc je vais écouter, regarder s'il y a des vidéos et tout ça, on en trouve des trucs super sympas. Et puis quand je cherche n'importe quoi de rock'n'roll moderne, eh ben, on me mélange au milieu du jazz des années 20 pour bien montrer qu'ils m'ont suivi, ils me connaissent. Hein, voilà. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui fait leur pouvoir économique. Netflix, c'est pareil. Netflix est basé, sa construction même, c'est un algorithme de recommandation. En 2009, Netflix a lancé un concours pour améliorer sa recommandation. Pourquoi ? Si vous restez plus de 60 à 90 secondes pour choisir le film suivant, vous allez arrêter, vous lever et puis vous ne regarderez pas un film. D'où l'importance de l'algorithme de recommandation. Et bien cet algorithme, il n'est pas du tout personnalisé. C'est en fait ce qui marche plus ce qui a été produit par Netflix. Donc ça, c'est mis en avant. Plus quelques éléments de personnalisation, il y en a toujours. Mais globalement, on a une évolution
on dit l'algorithme, en fait, il y a plusieurs algorithmes qui, à un moment donné, il y a un choix sur plusieurs méthodes algorithmiques qui sont lancées en parallèle. Voilà. De facto, les sociologues, et ça pose un vrai problème scientifique, d'éthique scientifique aujourd'hui, utilisent les médias sociaux et donc les traces qu'on va laisser pour faire des enquêtes. Le problème, c'est que c'est fait sans le consentement. Or, la base de la recherche en sciences humaines et sociales, c'est le consentement de la personne interviewée. Facebook a modifié le mood, l'esprit des gens. Pour 700 000 personnes, ils leur ont fait subir des choses un peu tristes pour s'apercevoir que à la fin de la journée, tous les gens qui avaient subi ça écrivaient eux-mêmes des choses un peu tristes. Et donc, ils sont capables, comme ça, de repérer, pas seulement quand on passe en phase maniaque, mais plein d'autres éléments, d'influencer du comportement. Je n'en dis pas plus, parce qu'on ne sait pas à quoi peut servir l'influence du comportement. De même, ils se sont aperçus que les gens actifs étaient contents d'être sur les médias sociaux. Et donc, les propagandistes pour les médias sociaux sont les gens actifs. Ça leur fait du bien. Mais qu'au contraire, les gens passifs, ceux qui sont sans arrêt, qui ont fait appel à l'attention, qui cliquent, qui regardent, ça, eux, à la fin, ils se sentent déprimés. Et ceux-là, on ne leur demande jamais leur avis, puisque justement, ils ne sont pas les actifs à l'intérieur du média social. Alors, je termine encore deux transparents. Donc, sur YouTube, je disais, c'est une immense bibliothèque. Tous les sujets sont traités. Et ma question, c'est pourquoi YouTube et pas les institutions? Pourquoi le réseau des bibliothèques, le réseau des bibliothèques, le réseau mondial des bibliothèques a été incapable de penser qu'une bibliothèque de vidéos était quelque chose d'avenir? Je ne réponds pas à la question, mais je pense qu'il faut se la poser. Quels ont été les freins que l'ensemble des bibliothèques du monde se sont mis à elles-mêmes pour ne pas construire ce que YouTube a construit? Et donc, derrière, c'est l'idée à l'avenir. Tout à l'heure, on a parlé de dégoogliser l'Internet, tout ça, mais c'est quoi construire nos plateformes? C'est-à-dire, on ne restera pas, je veux dire, IBM n'est plus le géant qu'il était, Microsoft n'est plus le géant qu'il était, Facebook ne sera plus le géant qu'il est. Hein. Mais comment on va construire nos propres plateformes? Moi, je pense qu'il faut les penser, en dehors de l'industrie de l'influence. Ça veut donc dire qu'il faut trouver des modèles économiques qui ne dépendent pas du traçage, de l'influence, de la personnalisation, etc. 2, il faut que ça se fasse avec les usagers. Hein, c'est-à-dire le rôle, en fait, des bibliothécaires, principalement, ou des organisateurs, va être de corriger, d'améliorer ce qui aura été produit par les usagers. C'est le fonctionnement typique de Wikipédia. C'est une immense plateforme qui échappe complètement au modèle du vectorialisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, c'est de développer des techniques qui favorisent la biodiversité, non pas le fait de ressembler aux autres. Tous les algorithmes dont on a parlé, le deep learning, ce sont des algorithmes basés sur comment je vais retrouver un même pattern, un même schéma, chez moi comme individu et chez d'autres qui pourraient être mes semblables. Et donc, ce qui intéresse les autres va m'intéresser moi. Alors que peut-être que notre réflexion doit porter sur la biodiversité, qui, je crois, est un beau terme qui porte une dimension d'avenir, qui est « ouvrons les voies ». Évitons la bulle de filtre, évitons que dans les médias sociaux, on se retrouve toujours qu'avec des gens de notre bord, mais organisons des plateformes, des médias sociaux dans lesquels... Je termine, c'est mon dernier transparent, sur cette citation de Dana Boyd. Vous savez, Dana Boyd, donc, j'ai publié son livre, j'ai même traduit, qui s'appelle « C'est compliqué », où elle est une adepte de l'usage des médias sociaux. Et puis là, au lendemain de l'élection de Trump, elle écrit pour dire « Attendez, nous avons rêvé d'Internet, et ce même tuyau que nous avons voulu là pour produire la paix, pour produire l'amitié entre les peuples, est en fait celui qui sert à mettre en place la haine et la guerre. » Et donc, réfléchissons à deux fois, faisons du design, hein, on a eu toute une séance de design, réfléchissons à quel va être le design des plateformes qui vont aller à l'inverse du vectorialisme,
Je vous remercie.